Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je reçois Solène, une femme qui entreprend depuis plus de 10 ans et dont le parcours a beaucoup évolué avec la maternité. Avant de devenir maman, elle avait déjà construit une activité solide avec beaucoup d'engagement et un rythme soutenu. Et puis, il y a eu ce moment où tout a changé, où les repères ont bougé, où le rythme a ralenti. Et ce moment aussi où on commence à se poser des questions. Comment je peux continuer à vivre de mon activité sans m'épuiser? Comment avancer sans tout mettre entre parenthèses? Parce que je suis enceinte. Solène a traversé ces périodes avec des moments de doute, d'ajustement et aussi de prise de conscience. Et aujourd'hui, elle accompagne les femmes entrepreneurs dans ces étapes de vie pour les aider à faire évoluer leur activité sans se perdre et pour pouvoir profiter également de leur maternité. Alors dans cet épisode, on va parler justement de maternité, d'entrepreneuriat et de cette possibilité de faire autrement. Bonjour Solène, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, puis merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et avec plaisir, on va commencer justement. Est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, donc je m'appelle Solène Pigné Agda. Voilà, j'ai pris le nom de mon mari il y a quelques années, puis j'hésite toujours un peu à le rajouter ou pas, mais mon nom officiel, c'est ça. J'habite près de Lyon. C'est très récent, en fait. On est arrivé en France l'été dernier et pendant 15 ans, j'ai été expatriée. J'ai rencontré mon mari en Turquie, à Istanbul, où on a eu donc nos 2 enfants. Et c'est plein de concours de circonstances pendant cette expatriation-là que je me suis effectivement lancée dans l'entrepreneuriat, comme tu le disais, il y a un peu plus de 10 ans. Voilà pour moi, pour les bases. Alors, tu disais que tu es maman, tu as 2 enfants. Depuis combien de temps? Alors, mon aîné est né en 2019 et ma dernière en 2023. Donc, ils sont encore tout jeunes. L'aîné est en CP et la petite à la crèche. Oh, génial, encore des tout petits bouts de chou, moi, ça y est, c'est fini. Ils sont trop grands. Bon, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, je sais plus exactement comment est-ce que je t'ai connue. Je pense par LinkedIn. Et pour la petite histoire, j'étais invitée à témoigner dans mon podcast. Donc, parce que moi aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse où tu avais raconté ton parcours, l'impact des grossesses sur ta carrière d'abord de salarié et ensuite comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir mieux concilier ces deux facettes de ta vie. Et d'ailleurs, c'est une interview qui a beaucoup marqué ma communauté. Donc, je te remercie encore pour Ah, tes bah avec témoignages plaisir. hyper inspirants comme tout ce que tu crées. Et puis voilà, depuis, je suis ton travail au service de l'entrepreneuriat féminin. Et voilà, je suis ravie de pouvoir contribuer à ton podcast aujourd'hui. Génial, effectivement, on s'était rencontrés sur LinkedIn. Je t'avoue que moi non plus, je sais plus trop comment, pourquoi, qui a commencé à échanger avec l'autre, mais c'est une très très belle rencontre comme souvent, ce que nous permet de faire les réseaux sociaux, de rencontrer tout simplement des personnes qui ne vivent pas forcément à côté de chez nous ou parfois juste à côté de chez nous et qu'on n'aurait pas forcément rencontré dans la vie réelle, on va dire.
Oui, tout à fait. Puis pour la petite histoire, moi j'étais encore à Istanbul en fait quand on a fait notre interview. Oui, Et je sais que toi aussi tu as un parcours d'expatrié. Donc voilà, on avait ces points communs là. exactement. Ouais, ouais. J'ai eu la chance d'aller 2 ans en Espagne pour le groupe Publicis, pour Performix. Et puis avant ça, j'avais vécu quelques mois au Mexique. Et moi, les pays hispanophones, ce sont vraiment mes pays de cœur. Donc, bon, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors là, j'avoue que cette question m'a posé un petit peu de fil à retordre. Je me l'avais partagée avant qu'on enregistre. La femme à impact de qui j'ai envie de parler, c'est Claudia Goldin, qui est économiste et qui a eu le prix Nobel de l'économie en 2023 pour ses travaux qui ont démontré que l'entrée dans la parentalité, c'est ce qui cause et creuse les inégalités hommes-femmes. C'est le facteur le plus important. Mhm. Après, de là à dire que je me verrais bien avoir sa vie, ou enfin, je sais plus comment était formulée la question, j'aurais pas cette prétention. Mais en tout cas, voilà, si je devais nommer quelqu'un que j'admire, je dirais Claudia Goldin. Waouh, super. Ben oui, pas forcément avoir sa vie, mais voilà. Bon, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as commencé l'entrepreneuriat déjà avant d'être maman et après une première expérience en entreprise qui a été assez compliquée puisque tu as frôlé l'épuisement. À quel moment tu t'es dit et tu as senti que tu pouvais pas continuer comme ça? Parce que souvent, lorsqu'on est salarié, même si on sait qu'on est fatigué, on se dit on peut pas faire autre chose, on a besoin d'avoir notre salaire, etc. Et c'est souvent compliqué justement de sortir des cases. Alors comment toi tu as senti que en fait il fallait que tu sortes de cette case-là pour créer la tienne tout simplement? Mhm. Donc j'étais à l'époque déjà expatriée, déjà à Istanbul et en fait effectivement j'avais un travail très demanding, demandant, je sais pas si c'est une très bonne traduction, mais en fait j'avais poussé pour avoir ce poste parce que j'avais déjà rencontré celui qui allait devenir mon mari, ensuite été mutée en Russie puis au Nigeria et j'ai demandé à retourner à Istanbul pour être avec lui, mais du coup on m'a en fait donné le poste de directeur pays et je pense que c'était un petit peu trop ambitieux pour moi et surtout je me suis mis la pression comme j'avais bataillé pour avoir ce poste-là. Je me suis retrouvée à devoir recruter et manager une équipe de 5 personnes pour la première fois de ma vie. J'avais 24 ans et j'avais cette image de oui, moi je serai une manager trop cool avec les gens, ce sera très horizontal et en fait ça n'a pas du tout fonctionné. Je me retrouvais à faire le boulot de tout le monde la journée et le mien la nuit. Donc effectivement, au bout d'un moment, bah, le corps, il dit stop. Mm. J'ai eu la chance en fait d'avoir une maman DRH. Et quand je suis rentrée à Noël en France, elle m'a dit, mais là, Solène, ça va pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de burn-out? Parce que elle, c'est une thématique qu'elle avait beaucoup abordée dans sa carrière. Et elle m'a conseillé en fait de voir une psy du travail, ce que j'ai fait de ma propre initiative. De retour à Istanbul, je faisais mes petits Skype avec la psy parisienne. Donc à l'époque, ouais, c'était bien avant le Covid, hein, c'était en 2013, 2014. Donc, c'était pas encore fréquent, en fait, de faire ces Mm. consultations en ligne, mais elle l'avait fait pour moi. Et donc, voilà, elle m'a ouvert les yeux sur le fait qu'effectivement, j'étais en train de frôler le burn-out. Elle m'a appris à mettre limite, à dire que, bah, là, ce que me demandait mon employeur, c'était en fait pas OK, que j'avais pas à rentrer dans leur jeu, entre guillemets, à prendre de la hauteur aussi sur tout ça. Et puis, j'ai finalement, donc, voilà, fini ma mission et décidé de rompre mon contrat, sachant que comme j'étais expatriée, en démissionnant, j'ai aussi abandonné mon permis de travail. Et Ah donc, oui. en fait, c'était assez compliqué de retrouver du travail sur place. Et en plus, j'avais pas forcément envie de travailler pour une entreprise locale parce que les conditions et financières et en termes de d'horaire, de nombre de vacances par an, etc., sont pas forcément très alléchantes. Et je me suis dit, ben, le mieux, c'est de créer ma propre activité pour pouvoir être à mon rythme à moi, pas m'épuiser pour le compte d'autres personnes, pour pouvoir gagner ma vie en euros, parce que la monnaie locale avait déjà pas mal dégringolé et j'ai bien fait parce que ça n'a fait que s'empirer au fil des années. Et puis, parce que comme j'avais fait ces consultations par Skype avec la psy, je me suis dit, bah, voilà, si moi je paye pour une séance par Skype, peut-être que d'autres pourraient payer pour des séances avec moi. Alors, je suis pas psychologue et c'est pas mon intention de le devenir, mais pour un autre service que je pourrais rendre, mais par Skype. Donc voilà, Mhm. c'était encore une fois bien avant le Covid. Là, je sais que ça paraît un peu évident à tout le monde. Bah oui, on peut faire des consultations en ligne, pas de problème. Ouais, Mais mais il à l'époque, faut non, se c'était rappeler pas le qu'à cas. l'époque, c'était pas évident. Ouais, c'est clair. Alors justement, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, donc tu savais pas vraiment quoi te proposer, tu
pensais aussi que c'était pas forcément accessible facilement. Qu'est-ce qui t'a fait changer de regard? C'est vrai que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était plutôt pour les hommes de plus de 40 ans avec des cheveux blancs, une idée en or, un réseau énorme. Enfin voilà, c'était pas moi, quoi. Et en fait, je me suis fait accompagner par une coach, une Française installée aux États-Unis, qui elle aussi avait entrepris parce qu'elle suivait son mari en expatriation et pour pas avoir à recommencer tous les 3 ans, elle avait monté son business de coaching en ligne et elle aidait, elle faisait des genres de bilan de compétences, reconversion, lancement dans l'entrepreneuriat et c'est elle en fait qui m'a aidé à poser mes idées sur le papier, à faire un point sur ce que je pouvais offrir, dans quelles conditions et à aussi mettre des bases pour un business qui soit sain parce que ça c'était vraiment ma grande demande quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a aussi cette, comment dire, cette réputation de l'entrepreneur qui ne se paye pas pendant 3 ans, qui prend jamais de vacances. Et clairement, vu les raisons qui me poussaient vers l'entrepreneuriat, je voulais pas du tout retomber dans ces travers-là. Et elle était déjà maman et elle avait un rythme de vie, un équilibre pro-perso très sain, en tout cas à mes yeux. Et ça m'avait aussi beaucoup attirée dans le fait de pouvoir avoir son aide, poser les bases de ma propre activité. Waouh, donc c'est elle vraiment qui t'a permis de voir qu'il y avait une autre manière de monter son business et que non, on n'a pas besoin d'être un homme bedonnant de 40 ans avec une idée en or pour pouvoir réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, tu as été entrepreneuse avant d'être maman et tu es devenue maman en étant entrepreneuse. Il y a plusieurs sujets, moi, que je voulais aborder avec toi parce que, d'une part, lorsqu'on devient maman, souvent on se dit, oh là là, mais je vais pas avoir de congé maternité, je vais pas pouvoir m'arrêter, je vais devoir bosser en même temps que j'allaite mon bébé, etc., etc. Donc, il y a des idées, en fait, qui sont assez fausses sur le sujet. Et donc, je voudrais qu'on en parle. Et puis, ensuite, on parlera, mais je reviendrai dessus un peu sur toi, comment tu as vécu justement ce tournant de l'entrepreneuriat en devenant maman. Mais déjà, on va revenir sur ça parce que c'est assez important, je trouve. Et on a quand même beaucoup de fausses idées en France. Oui, tout à fait. Et j'étais la première hein, à avoir de l'appréhension. D'ailleurs, je pense qu'on a repoussé pas mal d'années le projet bébé avec mon mari, justement parce que j'avais la sensation que mon business n'était pas encore assez prêt. Le fameux mythe du bon moment. Je pense que les salariés se la posent, mais les entrepreneuses aussi. Et puis, j'avais assez peu d'exemples finalement autour de moi de femmes qui étaient devenues mamans après s'être lancées dans l'entrepreneuriat. Autant je connaissais plein de mompreneurs, comme on les appelle, donc de femmes qui se lancent une fois qu'elles ont eu leurs enfants pour adapter leur rythme et avoir plus de flexibilité. Mais j'ai eu du mal à trouver voilà des exemples sur Internet, sur Google, il n'y avait rien à part voilà 3 infos administratives sur le congé maternité qui moi en plus ne me parlaient pas puisque à l'étranger ça marche pas du tout pareil. Voilà, donc je savais que j'aurais pas le droit à un congé maternité indemnisé puisque les statuts de mon entreprise faisaient que. Je savais que je voudrais prendre un congé parce que ça me semblait tout à fait normal et important. Mais je savais pas trop du coup comment m'organiser, quoi faire. Et en parlant un petit peu autour de moi, j'ai quand même trouvé 3 personnes qui rentraient dans ces 2 cases, entrepreneurs ayant eu des enfants après. Et toutes les 3 ont été hyper rassurantes. En mode, non mais t'inquiète pas, ne t'en fais pas une montagne, tout ira bien. Et donc voilà, je me suis lancée un peu naïvement en espérant, croisant les doigts pour que tout aille bien. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que rien ne s'est passé comme prévu. J'ai eu une grossesse pathologique, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises. J'ai dû mettre fin à plusieurs projets, à plusieurs collaborations. En fait, j'ai gardé uniquement les clients que j'avais déjà signés, qui avaient déjà payé ou qui étaient en train de payer pour pas avoir à rembourser des gens. Ouais. Et j'ai augmenté les heures que faisaient les quelques freelances qui bossaient avec moi pour pouvoir essayer de maintenir en fait l'entreprise à flot, même si moi je pouvais travailler que 1 à 2 heures par jour. Ok. Les jours où j'arrivais à travailler. En gros, ça a complètement vidé les comptes en banque de ma boîte, cette affaire. Et moi, je me suis retrouvée vraiment à l'aube de la dépression. Enfin, c'était horrible de me dire que mes pires cauchemars se réalisaient. En fait, la maternité vienne impacter mon business, c'était ma plus grande peur et elle se réalisait là, sous mes yeux. Ouais.
Dans mon malheur, j'ai décidé d'écrire un livre parce que ça, c'était un projet qui me raccrochait à mon ambition. C'était un asset pour mon entreprise et c'était quelque chose que j'avais très envie de faire, mais au fil des années, j'avais de moins en moins de temps. Donc là, voilà, j'avais du temps. Écrire un livre, ça peut se faire depuis son lit. Oui. Et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai automatisé, beaucoup délégué en fait pendant toute ma grossesse et fait en sorte que je puisse avoir une reprise la plus positive possible pour pouvoir compenser le manque à gagner qu'a vécu mon activité pendant ma grossesse. Et effectivement, à ma reprise, j'ai fait un mois avec un record, c'était autour de 18 000 euros, alors qu'habituellement, mon niveau de chiffre d'affaires, c'était plutôt entre 5 et 10 000 par mois. J'ai doublé mon chiffre d'affaires le mois de ma reprise parce qu'il y avait la liste d'attente qui avait été mise en place par mon assistante. Enfin bref, on avait mis plein de choses en place. On avait continué le marketing en mon absence pour avoir un flot de prospects important. Et dans l'année qui a suivi, j'ai trouvé un éditeur, mon livre est sorti et ensuite il y a eu un espèce de gros boom de demandes pour mon activité qui a du coup connu une phase vraiment d'hyper croissance où j'ai dû recruter à tour de bras. Il y a eu un moment où je pouvais tellement plus prendre de clients que j'avais une liste d'attente pour 4 mois. Enfin, les gens signaient et payaient dans 4 mois. Enfin, c'était un truc de fou. Ça m'était jamais arrivé. Et ça a vraiment forgé en moi cette idée qu'en fait, un ralentissement, ça peut se transformer en tremplin. Et que la maternité, bon, oui, ça m'a beaucoup affectée et ça a été un calvaire pendant la grossesse. Mais quelque part, ça m'a obligée à faire des choix, à mettre en place des stratégies que je repoussais ou qui étaient peut-être pas tout à fait adaptées à mon niveau de développement. Mais du coup, ça m'a propulsée en fait dans une nouvelle dimension avec une équipe plus grande. On est passé de 3 à 9 avec un chiffre d'affaires aussi beaucoup plus important. Enfin bref, voilà, ça a vraiment été un tremplin pour mon activité et j'ai eu envie en fait de faciliter ce tremplin pour d'autres femmes et surtout de colporter ce message que non, la maternité, c'est pas forcément un frein. Après la naissance de mon aîné, tu vois, je me suis mis à travailler 4 jours par semaine à la place de 5 parce que le mode de garde faisait que, et puis aussi j'avais envie de passer moins de temps à travailler et ça a pas du tout empêché cette phase d'hypercroissance dont je te parlais. Donc ça a vraiment, voilà, forgé en moi ces convictions que les deux peuvent se concilier. Et oui, et aujourd'hui, justement, tu accompagnes les femmes qui sont entrepreneuses dans cette étape importante de leur vie. Alors, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour les aider à traverser cette période plus sereinement? Bah déjà, en fait, ce que j'ai constaté avec étonnement, c'est qu'en France, même s'il y a des droits au congé maternité, ce qui encore une fois, moi, n'était pas mon cas, finalement, peu de femmes les connaissent. Il y a des femmes qui ne font même pas la démarche de demander les indemnités en ne sachant pas qu'elles existent. Et puis, quand bien même on a ces droits-là et on est au courant, il y a en fait plus de 70% des femmes en France qui ne prennent pas leur congé maternité jusqu'au bout. C'est l'IFOP qui a fait cette mesure en 2023. Et parmi elles, 34% qui reprennent une semaine après leur accouchement. Et Waouh! pour toutes celles qui nous écoutent et qui ont déjà accouché, une semaine après avoir eu son bébé, on est encore en mode slip filet, C'est clair. Loki et tout le tralala. Enfin, ça C'est me ouf semble de penser à ça. tellement, Ouais. ouais, ça me semble tellement. Alors oui, je sais que ça peut être un choix de pas prendre de congé maternité, mais reprendre une semaine, là, c'est pas un choix, on s'oblige en fait. Enfin, Ben, c'est surtout avec tout ce qu'a vécu le corps, en fait. c'est On a ça. aussi besoin, parce qu'on parle souvent du congé maternité pour le bébé, mais on oublie que on a vécu quelque chose d'extraordinaire et que le corps a aussi besoin de récupérer. Et puis, quand on travaille jusqu'au jour de l'accouchement, les complications médicales lors de l'accouchement sont plus nombreuses. Le taux de césarienne grimpe énormément. Quand on reprend trop tôt, enfin, en tout cas très tôt après la naissance, les risques de dépression du postpartum ou de burn-out parental augmentent drastiquement. Et en fait, c'est pas forcément un bon calcul de pas prendre de congé maternité en disant qu'on va limiter les risques financiers. Parce que derrière, quand on a des complications suite à une césarienne et qu'on est en dépression du postpartum, pour être chef d'entreprise, moteur de son activité, c'est quand même compliqué. C'est clair. Et donc ça, je pense que c'est hyper important aussi de dire que le congé maternité, c'est un droit, mais c'est aussi, c'est pas une fleur, quoi. C'est pas pour être gentil avec les femmes, c'est parce qu'en fait, ça a été créé pour limiter la mortalité maternelle et infantile. Et il y a des raisons pour lesquelles c'est important de prendre ce temps-là. Après, oui, c'est sûr que si on prend admettons 4 mois de congé maternité et qu'on met rien en place, l'activité va en pâtir.
Déjà parce qu'il y a donc ces 4 mois off. Et puis, avant de prendre le congé, il y a une phase où on va pas prendre de nouveaux clients parce qu'on va pas signer un nouveau contrat à 3 jours avant de s'arrêter pendant 4 mois. Et une fois qu'on reprend, idem, ça peut prendre plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, voire plusieurs mois à retrouver son niveau d'activité habituel. Ouais. Et donc, 4 mois de congé maternité, c'est en fait 6 à 9 mois de chiffre d'affaires impacté. Et en fait, c'est là où moi j'interviens, c'est pour aider les femmes entrepreneuses à prendre et à profiter de leur vrai congé maternité. Je les aide à trouver et à mettre en place les leviers stratégiques qui vont leur permettre de ne pas en pâtir financièrement. Donc ces leviers, ça va être décider si on va déléguer ou pas pendant son congé, est-ce qu'on automatise certaines choses, comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment de trésorerie en amont de son congé pour, si jamais les indemnités ne sont pas là à temps, ce qui est très fréquent, ne pas être dans le rouge et ne pas stresser financièrement pendant cette période qui est déjà délicate et on a d'autres chats à fouetter que de rappeler l'URSSAF tous les 4 matins. Donc voilà, je les aide en fait à mettre en place tout un tas de bonnes pratiques qui permettent effectivement de prendre un vrai congé maternité pour leur santé mentale, physique, celle de leur bébé et aussi la santé de leur entreprise parce que ça c'est quelque chose que j'ai constaté. Quand on met en place tous ces leviers, non seulement on permet de sécuriser son activité pendant le congé, mais après ça resserre fois 1000 parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir un rythme plus léger dans les premières années de vie de leur enfant, qui ont envie ou besoin ou juste qu'ils peuvent pas faire autrement. Et c'est génial de se dire que tout ce qu'on va mettre en place pour préparer ce congé maternité, c'est ce qui va permettre derrière d'avoir un rythme soutenable et une entreprise qui continue à prospérer sans forcément être 100% sur nos épaules ou en tout cas dépendante de l'énergie et du temps qu'on a lui accorder. Ouais, c'est clair, c'est essentiel et souvent on est tellement stressé par l'impact potentiel financier qu'on s'en fait tout un monde alors qu'il existe des solutions et qu'aujourd'hui on a des possibilités, comme tu le dis, d'anticiper, de préparer son congé maternité, de préparer aussi pendant le congé maternité ce qui va être mis en place pour son retour, etc. Voire parfois, même tout simplement lorsqu'on est solopreneur, je vois par exemple dans le domaine du marketing digital, on peut s'entourer d'autres freelances qui vont prendre nos missions pendant qu'on s'arrête. Et en fait, à la fin du congé maternité, on récupère nos missions et finalement, on n'a pas perdu nos clients. Donc, il y a des choses qui Exactement. existent, mais pour ça, il faut, je dirais, être peut-être un petit peu inventif et sortir du cadre. Oui, puis c'est aussi une question de mindset. Tu vois, tu disais, oui, on a peur de l'impact financier et c'est exactement ça. Si on devait résumer l'état d'esprit dans lequel les entrepreneuses sont à l'idée d'avoir un enfant ou un enfant supplémentaire. Et en fait, moi, mon message, c'est aussi de dire, vous avez peur de l'impact négatif, mais ouvrez les yeux sur l'impact positif que ça peut avoir. Ouais. Et comme je le disais, voilà, ce qu'on met en place pour préparer son congé mat, ça resserre fois 1000. Et une chose intéressante, quand j'ai lancé Grossesse d'entrepreneuse, je me suis pas uniquement basée sur mon expérience à moi, qui est en plus très particulière. J'ai mené toute une enquête auprès de plus de 150 femmes qui m'ont raconté l'impact de la grossesse sur leur business, à la fois à travers le podcast dans lequel tu as participé, mais aussi j'ai fait toute une enquête quantitative par écrit. Et j'ai croisé les données dans 17 industries différentes pour comprendre pourquoi est-ce que certaines femmes sont très affectées par la maternité, voire certaines mettent la clé sous la porte et d'autres s'en sortent mieux, voire très bien. Et un des points communs de celles qui s'en sortent très très bien, voire qui doublent leur chiffre d'affaires, par exemple l'année où elles prennent 6 mois de congé mat, c'est justement celles qui prennent un congé plus long que ce qui est indemnisé par l'État. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend un congé qui est plus long que ce qui est indemnisé par l'État, on n'est pas dans une posture de salarié, enfin, sur le salarié, je dis pas ça de manière négative, ça peut être génial d'être salarié, mais dans une posture de on attend et on subit. On est dans une posture d'actrice, on entreprend en fait son congé et on dit de quoi j'ai vraiment besoin, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et très souvent, elles mettent en place donc, des leviers qui derrière démultiplient l'impact et la croissance de leur activité. Et je trouve que c'est génial en fait de se dire ah mais en fait on peut prendre encore plus de temps que le minimum syndical parce que c'est quand même très court, 4 mois de congé mat.
Et en plus, le business, il peut grandir, se décupler, alors que nous, on prend vraiment le temps. Et quand on rentre de congé maternité, que les comptes de l'entreprise sont au vert plus, et que soit enfin voilà, on a réussi en fait à décorréler le Ouais. temps et l'énergie qu'on met de la croissance financière de l'activité, on est dans une posture de confiance et de waouh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir, quoi. Ça ouvre C'est le champ clair. des possibles d'une manière qui est vraiment géniale comparé à bon bah je vais prendre le minimum de congés, je vais voir pas m'arrêter comme ça je sauve les meubles. OK, au mieux du mieux tu sauves les meubles, mais au final bah voilà, potentiellement t'épuiser et être dans une posture vraiment de recroquevillement qui est pas forcément la meilleure pour s'épanouir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais partager comme conseil, peut-être à une auditrice qui nous écoutera et qui s'apprête à devenir maman, qui est entrepreneuse et qui a peur pour son activité? Le conseil que je voudrais lui donner, c'est tu as raison d'avoir peur parce que oui, quand on met rien en place, c'est sûr que ça va avoir un impact négatif que de s'arrêter plusieurs mois d'affilée dans son activité. Faut pas non plus se leurrer. Ceci étant dit, utilise cette peur comme un moteur pour aller à la recherche de solutions parce que, comme on l'a dit dans notre conversation, elles existent et ça peut être aussi une belle opportunité de renouveau pour cette activité qui te tient tant à cœur. Souvent, quand on choisit d'entreprendre, on fait quelque chose qui nous anime, ça fait partie de notre identité et c'est un point important et on a raison d'avoir peur pour cette facette de notre vie. Mais voilà, je trouve que c'est important de se dire, OK, j'ai peur, j'accueille cette peur, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Ouais, c'est clair. Effectivement, en fait, il faut que la peur nous permette de devenir actrice et qu'on soit pas complètement bloqué par cette peur, qu'on ne devienne pas passive en disant, bon, ben, en fait, c'est la panique, c'est la panique. Ok, c'est la panique, mais qu'est-ce que je peux mettre en place et qu'on commence à réfléchir et qu'on ait cette agilité, surtout de sortir de ce que la société, quelque part, nous impose. Parce que c'est aussi souvent pour ça qu'on devient entrepreneur, c'est aussi pour faire ses propres choix et décider de son planning et décider de ses clients, etc. Et ben on peut aussi décider de sa maternité et de son congé maternité. Carrément. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment justement à nous partager en relation avec le sujet du jour? Bah, je pense à une de mes clientes que j'ai suivie pendant longtemps parce qu'en fait, elle était en PMA, donc en procréation médicalement assistée. Elle a mis longtemps à tomber enceinte, enfin en tout cas à ce que la grossesse tienne. Elle a même enchaîné les fausses couches. Donc c'était une période très difficile pour elle, voilà, physiquement, moralement, médicalement parlant. Et en fait, elle a utilisé cette période de PMA et l'accompagnement qu'on a fait ensemble pour vraiment repenser son activité. On a revu complètement son modèle économique, voilà, renforcer vraiment son positionnement. Finalement, ça a été un accélérateur pour son activité. Elle est coach en écriture. Voilà, elle aide des femmes à publier un livre pour des femmes entrepreneurs, donc à publier un livre pour justement asseoir leur crédibilité et leur expertise. Et avant, elle écrivait pour ses clientes en Ok. ghostwriter et en fait, elle a vraiment basculé vers un autre mode de fonctionnement où maintenant elle l'accompagne et où du coup elle peut prendre beaucoup plus de clients en parallèle, elle a revu complètement sa tarification, etc. Et ça a eu un vrai impact sur le potentiel financier pour son activité. Et c'était un troisième enfant qu'elle attendait et donc elle a pris 6 mois de congé maternité et là elle a repris il y a pas longtemps avec un carnet d'intérêt, enfin en tout cas des séances découvertes avec voilà, plein de personnes intéressées pour ses services et tout ça c'est grâce aux automatisations qu'elle avait mis en place en son absence. Et je trouve que c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, elle a réussi en fait à transformer cette période difficile d'année de PMA en un terrain fertile pour un nouveau mode de fonctionnement pour son activité compatible avec sa vie de maman de 3 enfants, dont 2 jumeaux. Et voilà, elle en ressort grandie et en tant que jeune maman et en tant qu'entrepreneuse. Waouh, super. Ah ouais, c'est top, effectivement. Un très beau partage, merci beaucoup. En tout cas, merci Solène pour ton partage à la fois sincère et éclairant surtout sur les périodes de maternité pour les entrepreneuses. Finalement, ton parcours nous rappelle que devenir maman ne doit pas forcément rimer avec
tout mettre entre parenthèses, voire dans le pire des cas fermer son entreprise, que ça peut être un moment de vie qui peut, oui, bousculer et questionner, mais qui peut aussi nous amener à faire autrement. Tu montres qu'il est possible d'adapter son activité, de ralentir parfois sans pour autant tout perdre, et surtout qu'on peut construire un équilibre qui respecte à la fois sa vie de femme, de maman et d'entrepreneuse. On n'est pas non plus obligé de tout porter seul et il existe des façons de se faire accompagner, de s'organiser, d'anticiper pour travailler ces périodes justement plus sereinement. Alors à toutes les mamans et futures mamans qui nous écoutent, si vous êtes entrepreneuse, votre activité peut évoluer avec vous. Elle n'a pas besoin de s'arrêter pour que vous puissiez vivre pleinement cette étape de maternité. Et puis si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute et puis en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.